Bonjour, vous êtes sur CFM Radio dans l'émission À bâton rompu, un nouveau rendez-vous que nous vous proposons en partenariat avec la radio CFM, le Villefranchois, le studio Vernet et le groupe Facebook La Minute Villefranchoise qui nous permettra en dernière partie d'émission de poser à notre invité des questions sélectionnées parmi celles qui ont été présentées par les internautes. Nous accueillons aujourd'hui Anne Blanc, députée de la 2e circonscription de l'Aveyron. Madame la députée, d'ailleurs, d'abord bienvenue sur notre plateau. Vous êtes infirmière de profession, vous avez travaillé durant 2 ans au Brésil comme coopérante dans un hôpital avant de revenir au pays et de vous présenter pour la première fois au municipal de 2001. Une candidature qui vous permet d'être élu à la tête de la mairie de Nocelles, puis d'être réélu en 2008. En 2014, vous êtes élu une 3e fois et puis vous vous présentez aux élections départementales en 2015, ce qui vous permet de faire votre entrée sur la scène politique aveyronnaise, puis d'occuper la présidence de la communauté de communes Pays Ségalie 2 ans plus tard. Le 2 mai 2017, vous avez fait la totalité de votre parcours politique sous l'étiquette d'hiver gauche, puis radical de gauche. Et vous recevez l'investiture de La République En Marche pour les législatives, pour la 2e circonscription. Quelques jours plus tard, vous recevez le soutien de la députée sortante socialiste Marie-Lou Marcel, qui ne se représente pas. Vous êtes élu député le 18 juin 2017 et faites partie du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Anne Blanc, ma première question est la suivante. Après 1 an et demi au sein de la majorité, comment la femme qui est issue des rangs de la gauche se sent-elle au sein de cette majorité ? Tout d'abord, bonjour à vous tous. Merci de m'accueillir dans cette émission, dans la deuxième exercice de cette émission à bâton rompu. Alors, comment je me sens plutôt bien, plutôt épanouie dans ce nouveau mandat que j'ai découvert maintenant depuis 15 mois. C'est une expérience extrêmement enrichissante et une expérience qui, moi, me tient particulièrement à cœur parce que le souci de notre majorité, de La République En Marche, c'est d'essayer de donner aussi une autre image du monde politique. Je crois que c'est ce que nous essayons de faire depuis 18 mois maintenant. Alors c'est compliqué, c'est très très compliqué de changer les modes de fonctionnement et les réactions aussi des citoyens vis-à-vis des politiques, mais nous nous engageons vraiment très fortement pour être très présents sur le territoire avec nos collègues députés. Nous avons fait un exercice d'ailleurs encore la semaine passée avec notre collègue député Michael Nogal qui est venu nous parler à Rodez d'un des projets de loi qu'il a porté. Donc c'est vraiment ce souci d'être vraiment au plus près du terrain pour expliquer aussi la politique qui est mise en place parce que on sait bien toute la complexité, la difficulté pour nos citoyens de comprendre un petit peu les décisions qui sont prises à Paris. Mais pour répondre à votre question, voilà, je me sens tout à fait bien dans ce nouveau mandat, même s'il est extrêmement exigeant et extrêmement compliqué aussi. Très bien. Nous allons écouter maintenant un micro-trottoir qui porte sur la politique du gouvernement. Est-ce qu'elle est jugée plutôt de gauche ou plutôt de droite ? On écoute les Villefranchois sur cette question. Je pense que la politique du gouvernement est un peu perdue aujourd'hui, ni de gauche ni de droite. Plutôt de droite, parce qu'on fait des cadeaux fiscaux aux plus riches et on matraque les retraités, les chômeurs et voilà. Je dirais de droite. Pourquoi ? Parce que je suis de droite déjà, donc il y a quand même des similitudes. Par exemple, peut-être pour l'économie. C'est plus de droite. Pour moi, une politique de gauche, c'est une politique qui vise à améliorer la vie de tous les citoyens. Et là, on est dans une politique qui n'agit pas pour tout le monde. On est sur un gros mélange où finalement on se retrouve ni sur un parti de gauche ni sur un parti de droite. Un peu plus de droite quand même. Je sais pas, avec Macron c'est un peu bizarre quoi. C'est pas comme je le voyais personnellement quoi. Je dirais qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Par moments, ça me donne l'impression que ça avantage des classes aisées. Il y a quand même aussi des choses qui sont faites pour le reste de la population. Eh ben, je suis pauvre, du coup, je me rends bien compte qu'elle est pour les riches. Plutôt une politique de droite. Donc voilà, des avis assez contrastés concernant la politique menée par la République En Marche. Comment vous percevez cette opinion publique qui vient de vous remonter à travers... Alors, je suis vraiment extrêmement positivement surprise par les réactions parce que vous avez vraiment cette difficulté des citoyens à se dire où est-ce qu'on se positionne et je crois que c'était vraiment là l'enjeu d'Emmanuel Macron, de dire on est là pour rassembler
dans le centre de notre République le positionnement des citoyens et les attentes des citoyens. L'idée, c'était d'être ni de droite ni de gauche, mais d'être pour la France et pour la République française. Donc, et je pense que c'est un petit peu cette difficulté de positionnement qu'ont évoqué les personnes de Villefranchois sur votre micro-trottoir. Donc, je trouve que ça identifie bien la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement, par les parlementaires que nous sommes, de dire on est là, pas de droite, pas de gauche. On est là pour prendre des dispositions aussi pour l'économie. Et on pourrait, à ce titre-là, l'étiqueter de droite. Mais pour l'économie, pour servir aussi les salariés, pour créer de l'emploi. Et donc, à ce titre-là, on peut considérer qu'elle est de gauche. Donc, c'est vraiment, ça correspond aussi à ce que nous voulons porter. Très bien. Ceci dit, il y a quand même eu des interventions de la part des personnes qui ont été interrogées, exprimant le côté un petit peu droitier du gouvernement pour certaines mesures en faveur de l'économie. La personne qui disait « moi je suis pauvre, alors je vois bien que la politique est de droite ». Est-ce que vous comprenez quand même que dans la première partie de ce quinquennat, il y a eu des mesures très fortes qui ont été envoyées en direction des classes aisées et peut-être un peu moins en direction des classes qui le sont un peu moins? Oui. Moi, je comprends tout à fait la perception qui a pu être celle des citoyens, parce que c'est vrai, vous le dites, les premières mesures, elles ont été pour l'économie, pour les entreprises, et on a tendance toujours à sanctuariser l'économie comme une politique de droite, comme une politique du profit. Alors qu'en fait, c'était libérer l'économie pour qu'elle génère de la croissance pour notre pays, qu'elle génère une augmentation du pouvoir d'achat, qu'elle génère de la création d'emplois. Donc c'est ce qu'il faut aussi essayer d'arriver à avoir dans la politique du gouvernement, c'est que la première phase, elle a été vraiment pour redynamiser l'activité économique de notre pays, mais avec derrière aussi sous-entendu le fait de pouvoir créer de l'emploi et donc redonner aussi du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Parce que le projet global gouvernemental, il est redonner aussi du pouvoir d'achat et une place à chacun dans notre société. Le pouvoir d'achat, le côté aide aux entreprises, on peut bien on peut bien y souscrire. Est-ce que d'après vous, quand même, la suppression de l'ISF, enfin dans sa forme antérieure, est-ce que c'était véritablement une mesure prioritaire dans ce quinquennat? Est-ce qu'il n'y a pas eu là, au niveau du timing, quelque chose un petit peu calamiteux? Alors là aussi, c'est la perception qui en est faite par les citoyens. Dire on supprime l'ISF et on la remplace par l'IFI, c'était pas dire on fait un cadeau aux plus riches pour qu'ils aient moins à payer, c'était de dire ces gens-là aujourd'hui, compte tenu de l'IFS qui existe dans notre pays, ils prennent leurs capitaux, ils les amènent à l'étranger. Ce qu'on veut, nous, c'est que ces capitaux ils restent en France pour bénéficier à l'économie française et à la dynamique française. Donc c'était pas pour faire un cadeau aux riches, c'était pour que cette richesse-là, au lieu de partir à l'étranger, elle bénéficie à notre pays et qu'elle bénéficie à l'investissement dans nos entreprises, parce qu'on sait qu'on a besoin de capitaux aussi pour l'investissement de nos entreprises. La vie de l'entreprise, c'est pas... Mais c'est vrai qu'en termes d'image, je comprends. Je comprends qu'en termes d'image et en termes de perception, c'est quelquefois difficile à comprendre. Et moi, je fais aussi notre mea culpa à nous, les parlementaires, parce qu'on n'a pas suffisamment expliqué et on sent ce besoin, et c'est valable pour toutes les lois qui sont en cours aujourd'hui. On a vraiment besoin d'expliquer les mesures parce que tout d'abord, on a des oppositions aussi qui récupèrent toujours le petit point qui va faire dissonance, c'est aussi le jeu. Et il faut que nous, derrière, on soit en capacité d'expliquer aussi les tenants et les aboutissants des décisions qui sont prises. Donc, pour résumer, vous qui venez de la gauche, vous souscrivez quand même, vous trouvez votre place dans cette politique actuellement. Voilà. Moi, je ne suis pas une ultra-libérale. Hein. Je pense que la croissance, elle a des limites aussi dans notre pays, mais je pense qu'il faut valoriser les savoir-faire qui existent dans notre économie française. On a vu partir toutes les industries de manufacture, de savoir-faire qu'on a perdu
en France, et beaucoup dans le nord de la France. Donc je crois que l'idée aujourd'hui, c'est justement retrouver des investisseurs pour retrouver nos savoir-faire et plus être dépendant systématiquement des pays étrangers avec tout ce que ça suscite après mais de est-ce que c'est pas de la course à coûts pour le l'échalote? particulier. Parce que malheureusement, on voit que même en se mettant au niveau de nos voisins européens, le retour attendu de certaines industries n'est pas au rendez-vous. Oui. Est-ce que justement, c'est pas inciter à aller encore plus vers le dumping social dans des pays comme la Pologne ou autres? Non, justement, si vous regardez les dernières dispositions législatives qui ont été prises, et entre autres la loi Pacte, là, qui vient d'être validée par les parlements, c'est de dire allégeons les charges, facilitons le fonctionnement de nos TPE, de nos PME, pour qu'elles puissent justement être concurrentielles à l'international, pour qu'elles puissent aussi être concurrentielles au sein même de notre pays, en France même, parce que on a des productions françaises, on le sait, qui sont plus coûteuses même en interne que des industries étrangères. Donc déjà, soyons concurrentiels pour notre propre marché interne et soyons aussi concurrentiels pour l'exportation. Très bien, nous allons maintenant faire une brève pause musicale. Anne Blanc, vous nous avez proposé Fragile de Sting, dans sa version interprétée par Maël et Gulan. Vous êtes sur CFM, vous écoutez l'émission À bâton rompu en compagnie d'Éric Lachaud et de notre invitée Anne Blanc, députée de la 2e circonscription d'Aveyron. Si vous nous rejoignez, nous venons d'aborder la question du positionnement politique du mouvement La République En Marche et du gouvernement. Et il est temps désormais de parler de ruralité et des effets de cette politique sur notre territoire très rural. Écoutons le 2e micro-trottoir de cette émission, où nous avons questionné les habitants du pays Villefranchois, leur demandant s'ils jugent la politique engagée par le gouvernement plutôt favorable ou défavorable au monde rural dans notre pays. Moi, je pense que c'est défavorable parce qu'on ferme les gares CNCF, on veut privatiser le chemin de fer. Ce gouvernement, comme les autres, s'occupe beaucoup plus des zones urbaines que des zones rurales. Au niveau de l'écologie, je pense qu'elle est très défavorable et l'écologie, c'est quand même un point important du monde rural. À défaut qu'il soit défavorable, je pense pas qu'il pousse ces régions rurales à se développer, à se dynamiser. Je trouve que y a pas mal de choses qui commencent à se faire un peu dans les grandes villes, mais ils nous délaissent un peu trop. C'est à voir. Bon, déjà, si les salaires augmentent au niveau des agriculteurs, ça sera déjà une bonne chose. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose concentré autour de la question de l'économie. J'ai pas l'impression que le monde rural soit inclus dans la vision du pouvoir actuel. On a toutes ces populations en fait qui finalement ont une qualité de vie, mais ils n'ont pas tous ces avantages qu'on peut avoir en ville. Il faut voir, il faut attendre. Il va essayer de bouger beaucoup de choses. Il faut lui laisser le temps pour qu'il puisse réaliser tout ce qu'il a avancé comme projet. Défavorable, ils veulent plus d'agriculteurs, donc ils le montrent bien. Et ils visent un peu trop la modernité, ils nous délaissent un peu. On n'a pas d'infrastructure, pas de transport. Donc ce n'est pas qu'il soit défavorable, c'est qu'il ne s'en occupe pas assez. Alors Anne Blanc, Emmanuel Macron, président des villes, président qui privilégie l'urbain vis-à-vis du rural. Est-ce que, d'après vous, la ruralité est le parent pauvre de la politique engagée ? Bon, vous savez que je suis très fortement engagée pour défendre notre ruralité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en début de présentation. J'ai été une élue locale et je connais les problématiques du monde rural et la difficulté que nous avons à défendre notre attractivité. Alors, je pense que le problème, il est vraiment global sur les territoires ruraux. Ça a été évoqué. Il y a des problèmes de mobilité avec les désenclavements, que ce soit routier, et le prix des ferroviaire. Le prix du carburant qui revient très fortement. Prix du carburant, on y reviendra peut-être un petit peu en faisant un focus dessus. Alors, on ne peut pas dire qu'on a un gouvernement qui soit contre le rural ou qui soit pour la ville. Après, il y a des réalités aujourd'hui où on a une hypermétropolisation qui existe depuis déjà plusieurs décennies avec une concentration dans les villes. Moi, je suis extrêmement
convaincue qu'aujourd'hui, on a une saturation des grandes villes, des agglomérations. Il y a une qualité de vie qui se dégrade dans les grandes villes. On a une paupérisation aussi. On a les coûts de l'immobilier qui sont énormément lourds, une désocialisation. Donc, je crois que l'avenir de notre société, elle passe par le monde rural. Maintenant, aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait pour arriver à être attractif sur nos zones rurales. Alors, actuellement, je suis en train de porter une mission d'évaluation sur les zones de revitalisation rurale. C'est des dispositifs qui datent de plusieurs décennies, de 1995, et qui avaient mis en place des dispositifs d'exonération fiscale et de charges sociales pour favoriser l'implantation des entreprises. Et des médecins. De toute l'activité économique, y compris des professions libérales, bien entendu. Sauf qu'aujourd'hui, je m'aperçois déjà dans l'évaluation que ce dispositif, même s'il était extrêmement attractif, parce qu'il y a des exonérations fiscales pendant 5 ans, plus dégressifs pendant 3 ans, c'était quand même pas neutre, n'a pas joué un levier suffisamment fort pour faire venir beaucoup d'entreprises et d'activités économiques. Ça a bénéficié à des gens qui, de toute façon, seraient venus s'installer, donc ce n'était pas forcément ce qui était attendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le retour qui nous est fait par le milieu de l'entreprise, c'est de dire il nous faut des territoires attractifs, il nous faut des villes qui proposent des services, bien entendu, qui proposent de l'activité culturelle. Des services publics qui ont quand même disparu de nos régions. C'est pas le fait d'un an et demi, mais c'est une politique qui a été engagée déjà depuis un certain temps, qui amène à la fermeture des perceptions, des bureaux de poste, bref, la ruralité. Il faut une politique de service public, et je l'ai suffisamment défendue pour continuer à avoir un discours cohérent là-dessus, en disant il faut absolument qu'il y ait un maintien maximum des services publics les plus importants, adaptés aussi à notre société, parce qu'aussi on ne peut pas nier qu'il y a des évolutions dans les services aussi, il y a de plus en plus le numérique, Internet, et tout ce qu'on peut faire aussi via les réseaux numériques, et qui supprime aussi la nécessité d'avoir un contact direct avec une administration, mais il faut des services à la population aussi, c'est tous les services petite enfance, c'est du service parapublic, l'accueil des personnes âgées aussi, ça fait partie... tout ceci, ça implique de pouvoir se déplacer, d'avoir une certaine mobilité sur notre territoire où il n'y a pas de transport en commun, ou presque pas. Justement, il y a des mouvements qui se mettent en place. Il y a d'ailleurs une pétition qui a été lancée au niveau Villefranchois pour demander un transport en commun qui ferait le centre-ville, la route de Montauban. Bref, en tout cas, ça a le mérite de poser la question de savoir comment on se déplace sur nos territoires quand on sait qu'aujourd'hui, et ça c'est une politique assumée par le gouvernement, l'essence, les carburants vont coûter de plus en plus cher, et on va donc en milieu rural où on n'a pas d'autre moyen que de se déplacer en automobile, payer très fortement cette décision. Alors un petit focus sur le coût des carburants. Alors on passe tous à la pompe, moi la première, parce que je fais quand même pas mal de kilomètres chaque semaine, et c'est vrai que c'est un constat... franc et direct, l'augmentation a été extrêmement importante. Maintenant, sur cette augmentation, il ne faut pas oublier que 75% de l'augmentation, elle est liée à l'augmentation du prix de baril de pétrole. Elle n'est pas liée aux taxes qui ont été mises en place par l'État. 75% de l'augmentation est liée à l'augmentation du prix du baril, qui est liée à tous les enjeux internationaux des pays producteurs de pétrole. Le delta entre le diesel et l'essence, ça c'est une politique voulue, parce qu'il y avait effectivement... Donc ensuite, il y a les taxes. Au-delà de ces 75%, il y a les taxes qui sont assumées et que moi je défends, et qui sont liées aussi à la mise en place de la réduction des dépenses énergétiques et de la pollution carbone en France. Donc là, il y a vraiment un enjeu majeur, et je crois qu'à un moment donné, il faut l'assumer, il faut que chacun se mettre en responsabilité de se dire comment demain je peux aussi essayer de fonctionner pour réduire les gaz à émissions à effet de serre. Ça c'est facile quand on habite à Paris, qu'on a le RER et le métro. On a eu des assises de la mobilité. J'ai eu il y a pas très longtemps sur Villefranche aussi une petite rencontre de réflexion sur la mobilité sur le Villefranchois. Donc, c'est vrai que les transports collectifs, c'est complètement différent quand on est en zone urbaine et quand on est en zone rurale. Mais ce n'est pas pour autant que nous, en zone rurale, nous devons nous dire qu'il n'y a aucune solution, il n'y a aucune alternative. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une pétition actuellement en cours sur le Villefranchois pour réfléchir à des transports collectifs, peut-être gratuits. Il y a des solutions à mettre en place. Il y a du covoiturage aussi à mettre en place. Sauf qu'aujourd'hui, ça nous demande, même à nous, un secteur rural,
de changer nos habitudes. Et on sait que c'est quand même compliqué aussi. Mais on a un rôle et un pouvoir et une responsabilité individuelle sur le changement de fonctionnement, sur la mobilité liée aussi à l'activité professionnelle. On en parle et on en parle de plus en plus du télétravail, des espaces de coworking ou des tiers-lieux qui permettent d'éviter les déplacements. On sait qu'à Villefranche, par exemple, il y a des gens qui travaillent à Rodez aussi. Mais de plus en plus, le télétravail se développe et vise aussi à réduire les déplacements, les coûts de déplacement, la pollution qui est générée par les déplacements, mais aussi la fatigue et le temps qu'on y passe. Donc je crois que par rapport à la mobilité, on a de vraies questions à se poser. Alors il y a des questions qui sont du ressort des élus locaux, des élus nationaux que nous sommes, mais nous prenons, et moi j'assume pleinement aussi la mise en place de cet axe, parce que si on veut une transition énergétique, il faut s'en donner les moyens. Il y a tout un tas de primes aussi qui ont été mises en place pour la conversion énergétique, qui ne permettent pas forcément à des foyers modestes qui ont, comme tout le monde, acheté des diesels parce que c'était quand même relativement. Alors il y a la prime à la conversion quand même. Il y a des primes à la conversion pour les véhicules anciens qui permettent d'avoir jusqu'à 5 000 € de prime pour changer de véhicule. Que certains ménages ne peuvent pas s'offrir. Non, sauf que maintenant, la prime à la conversion autorise aussi d'acheter des véhicules d'occasion. Voilà, mais avec un certain nombre de critères. Bon. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. Il faut qu'on essaie de revoir nos modes de fonctionnement. Voilà, il y aura une transition certainement vers les véhicules électriques. Ça va se faire progressivement, mais je crois aussi qu'il faut que on prenne chacun nos responsabilités. C'est vrai que ça va prendre peut-être un petit peu de temps. C'est pas agréable non plus de passer à la pompe et d'avoir ces coûts-là, mais ne serait-ce que le covoiturage. Covoiturage, ça permet quand même de réduire pas mal ses dépenses quand on va se déplacer pour aller tout à fait, mais bon, je pense que les Aveyronnais, en tout cas, sont des gens de bon sens et la plupart du temps, quand il y avait moyen de faire du covoiturage, ça se faisait en bonne intelligence avec les voisins pour amener les gamins à l'école ou pratiquer un sport, ça se fait, mais bon, après, ça a des limites aussi, quoi. On n'a pas une offre pléthorique sur nos secteurs comme ça peut être le cas. C'est pas les mêmes situations, mais il faut se poser quand même les questions et la réflexion de la mobilité à l'échelle locale, et les élus locaux, à mon avis, doivent prendre ça à bras le corps. Autre question qui concerne l'environnement, celle du glyphosate. Quelle a été votre position par rapport à cette question qui fait débat au sein même de votre formation? Alors, j'étais pas à l'Assemblée au moment où on a voté l'amendement sur le glyphosate, donc j'ai pas eu à me positionner. Néanmoins, j'ai voté le texte final dans sa globalité qui avait été l'objet de la réflexion sur le glyphosate. Donc moi, ma position, elle est extrêmement claire. Je suis très favorable à ce que le glyphosate soit supprimé de fonctionnement de l'activité du monde agricole et des particuliers aussi. Mais je pense qu'il vaut mieux passer par une collaboration et un travail progressif pour arriver à la suppression du glyphosate, plutôt que de prendre une injonction en disant voilà, à telle date le glyphosate est arrêté, si on n'a pas donné les moyens aux agriculteurs en particulier d'atteindre cet objectif-là. Donc l'objectif de la suppression du glyphosate, il est acté. Il y a une détermination très forte de notre majorité pour que ce soit mis en œuvre. Je rappelle simplement, historiquement, au niveau de la Commission européenne, il y avait encore une autorisation pour 15 ans. Grâce à l'impulsion de la France, on est passé à 10 ans, puis à 5 ans. Et la France en interne a décidé que cette interdiction, elle serait au bout de 3 ans. Ouais. D'accord ? Donc, on tend vers ça. On est quand même précurseur à l'échelon européen. Je crois que c'est quand même remarquable. Il faut aussi qu'on prenne en considération, et vous l'évoquiez tout à l'heure au niveau économique, qu'il faut que nos agriculteurs gardent aussi la compétitivité à l'international. Donc il faut qu'on leur donne des moyens qui ne soient pas trop... Qui jouent à armes égales avec la concurrence. Qui jouent à armes égales avec la concurrence internationale. Voilà. Très bien. Mais nous allons marquer une nouvelle pause musicale. Vous avez choisi Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel. Pourquoi ce choix ? Alors c'est quelque chose qui me parle beaucoup en tant que maman, et ça renvoie aussi à la fidélité de l'engagement, la fidélité de l'engagement maternel, et puis après, moi, c'est ce que je ressens aussi profondément, la fidélité au niveau de mon engagement
politique. Je crois que j'ai toujours été fidèle à mes valeurs et je veux le rester jusqu'au bout de mes missions. Très bien. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Vous êtes sur CFM, vous écoutez l'émission À bâton rompu en compagnie d'Éric Lachon et de notre invitée Anne Blanc, députée de la 2e circonscription de l'Aveyron. Si vous nous rejoignez, nous venons de parler de la ruralité et des effets de la politique du gouvernement au travers de la hausse des prix du carburant et de leur impact aussi sur la mobilité en milieu rural. Nous allons maintenant écouter un 3e et dernier micro-trottoir en nous interrogeant sur le rôle du contrôle des députés sur les décisions du gouvernement. Bien sûr qu'ils sont bridés. Sinon, ils sautent en fait. Je sais pas, c'est ce qu'on entend souvent, qu'il y a une sorte de pouvoir très puissant, mais j'en ai pas fait l'expérience, je sais pas. Oui, moi je pense qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont quand même droit à la parole. Je pense que dans tous les gouvernements qu'il y a eu, il y a une ligne de conduite et ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Pas trop. C'est plutôt Macron qui commande et on leur dit ce qu'il faut faire et ils sont pas trop libres, je pense, à ce niveau-là. Moi, je pense qu'ils sont assez bridés, oui, parce que j'ai l'impression que Macron, c'est un genre de despote, on va dire. Ils sont bridés, ils peuvent pas aller à l'encontre de ce que les autres disent, parce qu'ils sont faibles, ils sont plus faibles. Ils sont pas dans un parti soi-disant libre, ouvert. Les parlementaires n'ont pas le rôle qu'ils devraient avoir, quoi. Je dis qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout, en tout cas ils ne peuvent pas beaucoup. Alors, le pouvoir du Parlement, le pouvoir des députés, est-il rogné par la personnalité et la puissance d'Emmanuel Macron ? Alors, vous parlez bien sûr des députés de la majorité, j'entends bien. Faut quand même pas oublier qu'on a été élus pour soutenir un programme et on l'a défendu pendant nos campagnes. Donc aujourd'hui, c'est ce programme qui est mis en œuvre. Donc il y a une très grande légitimité de notre part de défendre et de poursuivre les projets de loi et les textes qui sont portés par le gouvernement et qui, entre autres, ont été portés par Emmanuel Macron pendant sa campagne. Je crois que justement, ce qui est nouveau dans le fonctionnement de notre groupe majoritaire, c'est qu'il y a une liberté de parole et une liberté de pensée. Alors, ce qui est perçu et ce qui est toujours étonnant, ce qui est perçu par les citoyens, c'est que si on ne dit rien et si on suit, on nous dit qu'on est des godillots. Et si jamais on fait des propositions différentes ou avec des modulations de ce qui est proposé par le gouvernement, on nous dit qu'on est des frondeurs. Donc, il n'y a jamais, il y a jamais d'intermédiaire et de zone médiane. Et en fait, on est dans cette zone médiane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre groupe majoritaire, on a la possibilité de proposer des alternatives. Et c'est ce qu'on fait. On a passé dans les différents textes de loi des amendements contre l'avis du gouvernement. Mais ce sont des améliorations et ils ont au final accepté de les recevoir. Donc je crois que on peut pas tout. Il y a une dame qui disait ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas tout. Alors non, on peut pas tout. Comme je crois que le président de la République peut pas tout, le gouvernement peut pas tout, les parlementaires ne peuvent pas tout. C'est parce que notre pays fait partie d'un grand collectif avec des élus locaux qu'on arrive à avancer. Vous restez donc proche des préoccupations des Français en termes de pouvoir d'achat et de santé aussi, parce que c'est ce qu'on essaie de défendre. Il y a une actualité malheureusement au niveau Villefranchois qui est pas forcément réjouissante, à savoir que le centre hospitalier de Villefranche, comme l'a été et il est encore le centre hospitalier de Decazeville, dans des situations un petit peu difficiles, tant au niveau de l'activité que de leurs finances. C'est nouveau à Villefranche. Est-ce qu'il n'y a pas là des effets qui mériteraient d'être remontés au niveau du Parlement par rapport à une politique de la tarification à l'acte, par exemple, qui nous place dans des difficultés importantes au niveau local? Alors, il ne vous aura pas échappé que Agnès Buzyn a présenté un plan santé avec le Premier ministre et que je crois que c'est notablement reconnu. Il y a eu une compréhension par la ministre de la problématique générale de la santé dans notre pays. D'abord parce qu'elle est quand même issue du milieu de la santé. C'est une médecin spécialiste. Elle connaît bien ce qui se passe, que ce soit dans les hôpitaux ou dans la médecine libérale, dans les professions paramédicales. Je crois qu'on est vraiment dans une complexité de fonctionnement pour quelques années encore dans notre pays, qui est liée en grande partie aussi à la démographie médicale.
parce qu'on manque aussi de professionnels médicaux, et ce qui pénalise beaucoup toutes les petites structures hospitalières, tous les hôpitaux de proximité. Alors, vous parliez de Decazeville. Aujourd'hui, on a une situation un petit peu compliquée aussi au niveau de l'hôpital de Villefranche. J'étais à l'Agence régionale de la santé avec les élus du Villefranchois et les représentants de l'hôpital lundi dernier pour essayer de voir comment on pouvait faire évoluer positivement la situation de notre hôpital. Je crois que c'est pas dramatique, il faut pas dramatiser non plus, hein. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui aimeraient avoir encore la santé, la qualité des installations de l'hôpital de Villefranche. Néanmoins, voilà, il y a un certain nombre de points à étudier, à améliorer. Je crois que c'est une des premières années où l'hôpital de Villefranche est en déficit. Il faut savoir que 70% des hôpitaux français sont en déficit et doivent être renfloués par des fonds nationaux. La grosse problématique, c'est ça. C'est une démographie médicale compliquée à l'échelon national qui est liée au numerus clausus, au fait qu'aujourd'hui, les médecins n'exercent plus du tout comme ils exerçaient il y a 10, 20 et encore moins 30 ans. C'est moins un sacerdoce. Ce sont des médecins tout à fait compétents, mais qui ont aussi une autre vision de l'exercice de la médecine. Vous parliez de la tarification aussi, donc c'est quelque chose qui va être revu. On va plus être sur la tarification à l'activité, ce qui pénalisait nos petits hôpitaux de proximité. Par contre, aujourd'hui, ce qui est quand même, me semble-t-il, quelque chose de très positif, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les GHT, groupements hospitaliers de territoire. Pour nous, c'est le Nord-Aveyron. Et en termes d'hôpitaux, ça regroupe l'hôpital de Decazeville, de Villefranche et de Rodez. Et qu'il faut faire un travail collectif pour mutualiser justement les praticiens hospitaliers pour être en capacité d'offrir des services de qualité sur l'ensemble, avec des spécificités pour chacun des établissements, mais pour offrir un service de proximité avec la venue de spécialistes sur chacun des territoires. Bon, à Villefranche, il y a un cas particulier sur le service d'urologie qu'on est en train de travailler. Voilà, il y a quand même des logiques qui paraissent un petit peu abstraites au commun des mortels, dans le sens où, par exemple, pour ce qui concerne l'urologie, on raisonne sur l'activité du plateau technique. Il faut un certain nombre d'actes pour que ça soit maintenu. Là, il se trouve qu'il y a un urologue qui pratique l'ensemble des actes et qui est pas loin ou très très près du seuil requis. À côté de ça, il y a un hôpital à Rodez où le nombre d'actes est quasiment identique, mais avec un ou deux actes supplémentaires qui le fait passer au-dessus, mais avec trois chirurgiens. Alors, un chirurgien qui pratique beaucoup plus en fait que ses confrères ruthénois est jugé ne pas pratiquer suffisamment sur le terrain, et donc on lui dit allez à Rodez ou allez à Aurillac et là vous pourrez exercer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans? Oui, non, je pense que ça, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer quand on est allé à Montpellier à l'Agence régionale de santé à un moment donné, et c'est ce que je crois qu'il faut qu'on travaille collectivement dans un climat de confiance et de respect au sein du GHT. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que Rodez va systématiquement tout vampiriser, mais défendre que, par exemple, l'hôpital de Villefranche pourrait avoir une spécificité sur une spécialisation dans l'urologie, parce qu'on a le praticien hospitalier et les praticiens, puisqu'il était question de faire venir aussi un autre urologue qui aurait été candidat. Donc c'est travailler justement sur la spécialisation à un moment donné, quand à un endroit donné, il y a des compétences qui existent. Spécialisation, éviter aussi peut-être de tout regrouper dans les préfectures, ce qui est bien entendu, malheureusement souvent ce qui est pratiqué. Oui, mais pas que. Et je pense qu'il y a aussi d'autres modèles à défendre, et c'est ce qu'on essaie de défendre par rapport à l'hôpital de Villefranche. Très bien, nous allons marquer une nouvelle pause avec donc le titre que vous nous avez suggéré, Tomorrow de Georgia Smith. Pourquoi ce choix ? Parce que j'ai découvert cet artiste il n'y a pas très très longtemps et que je trouve qu'elle a une voix exceptionnelle, extraordinaire, et qui m'a particulièrement touchée. Très bien.
Vous êtes sur CFM Radio, vous écoutez l'émission À bâton rompu en compagnie d'Éric Lachaud et de notre invitée Anne Blanc, députée de la 2e circonscription de l'Aveyron. Si vous nous rejoignez, nous venons de parler de pouvoir d'achat, de santé, et au travers notamment de la situation difficile des 2 établissements de santé de notre territoire. En partenariat avec le groupe Facebook La Minute Villefranchoise, nous allons à présent vous poser des questions émanant des internautes. Première question d'Arnaud, il s'agit d'une question vidéo. Madame la députée, bonjour. Le gouvernement prévoit d'ici 2022 la suppression progressive de 16 à 22 000 emplois au sein du ministère des Finances. Toutefois, l'enquête du syndicat Solidaire Finances Publiques révèle que la fraude fiscale culmine désormais à 100 milliards d'euros, soit davantage que le déficit budgétaire. Le Monde vient de révéler que la fraude des banques, dite fraude Cumex, représentait 17 milliards pour la France. Madame la députée, pouvez-vous nous expliquer comment le gouvernement compte permettre au fisc de recouvrer les sommes frauduleuses qui lui sont dues et dont il a connaissance? Quels seront les moyens futurs mis à sa disposition pour investiguer, découvrir et lutter contre de nouveaux dispositifs et stratagèmes de fraude? Parce que l'inventivité dans ce domaine est intarissable. Enfin, comment l'européiste que vous êtes pourrait-elle nous convaincre que l'explosion de la fraude fiscale est sans rapport avec la libre circulation des capitaux qui découle de la construction européenne? Ah, c'est une question un petit peu pointue. Alors, vous savez que Bercy, c'est un petit peu... c'est un blocos, Bercy. Qu'on va essayer de déverrouiller, puisque justement, dans le dernier texte de loi, on a validé la levée du verrou de Bercy, qui laissait toute liberté, en fait, qui interdisait, entre autres parlementaires, d'intervenir sur Bercy pour enclencher des mesures de contrôle fiscal et surtout de mise en demeure de paiement des impôts dus par certaines sociétés qui auraient fraudé. Donc on commence à pouvoir pénétrer dans ce blocos qu'il est à la fois dans son bâtiment physiquement quand on le voit que dans les verrouillages internes qui existent. Alors sur la réduction du nombre de fonctionnaires, je crois que... Alors, je ne vais pas pouvoir vous en donner tous les détails, parce que ce n'est pas moi qui vais mettre ça en œuvre, c'est le gouvernement et en particulier le ministère du Budget. Mais il y a quand même une volonté avérée d'aller dans ce sens, en le rendant plus efficace et en reciblant justement tout ce volet de contrôle fiscal. Puisqu'on sait, il y a eu différentes affaires qui sont sorties ces derniers temps sur des évasions fiscales qui ont été révélées par certains de vos confrères de la presse papier. Voilà, alors je n'ai pas les tenants et les aboutissants de la manière dont ça va être fait. Je pense qu'il y a une volonté aussi, puisque vous parlez de l'échelon européen, de mettre en œuvre ce contrôle fiscal et ces rapatriements de capitaux dans chaque pays par l'ensemble des États européens. Donc je fais confiance aux spécialistes pour le mettre en œuvre. Vous évoquiez que nous avons aussi un pouvoir de contrôle et il y aura une évaluation qui sera demandée par les parlementaires justement sur l'évolution de la fuite fiscale dans notre pays. Très bien. Une deuxième question maintenant, celle qui émane de Corinne Davy. Je voudrais avoir votre position sur le plan autisme en cours et savoir comment vous allez vous investir pour faire avancer les choses en Aveyron, au sein de l'école et des entreprises, pour œuvrer à une meilleure intégration des personnes qui en sont atteintes. Alors, le plan autisme, donc de mémoire, je crois qu'il a été présenté par la ministre et par la ministre des handicapés et le Premier ministre en février 2018. Donc, c'était quand même un plan autisme très ambitieux, ce 4e plan. Je crois qu'il doit avoir doublé pratiquement les fonds qui étaient mobilisés sur ce sujet. On est passé de 200 à 400 millions d'euros.
Je crois que les principales pistes qui se sont dégagées de ce plan autisme, c'est redonner des moyens à la recherche, bien sûr, sur ce syndrome autistique dont aujourd'hui on ne connaît pas vraiment la cause. Augmenter la formation aussi des praticiens, des enseignants de l'environnement de l'enfant pour détecter la problématique. C'est aussi améliorer l'intégration et la scolarisation des enfants atteints, et puis c'est aussi favoriser un petit peu l'inclusion des adultes dans la vie professionnelle. Donc le plan autisme, il va vraiment essayer d'accélérer un petit peu tous les moyens qui sont mis en œuvre, même si on sait que c'est compliqué aujourd'hui pour toutes les familles. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, et entre autres en Aveyron, il y a une résidence d'inclusion pour les autistes, je crois, qui a été mis en place. Il y a un projet qui tourne autour de l'ADAPI à Villefranche. Mais bon, on en est encore qu'au balbutiement, je crois. Voilà, donc je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais c'est vrai que c'est un sujet qui, à mon avis, n'a pas suffisamment été pris en compte par le passé. Là, il y a une volonté du gouvernement de redonner des moyens supplémentaires, même si certainement les gens concernés trouveront que c'est encore insuffisant, mais je crois qu'il y a, on avance progressivement et on tend vers l'amélioration de la prise en charge des sujets concernés. Très bien. Une troisième question qui nous est posée par Gilles Foudral. La hausse des carburants pénalise lourdement les salariés des services d'aide à domicile, notamment dans nos territoires ruraux. Quelle aide comptez-vous leur apporter? Alors, on revient à la question des carburants. Oui, c'est la question des carburents. Et puis au-delà, je pense que c'est la question vraiment du statut des aides à domicile. Ouais. Parce que je pense que si à la limite, il n'y avait que la problématique des carburants, là aussi, c'est un sujet, moi, qui m'interpelle beaucoup. Parce que d'abord, on a une population vieillissante qui est très importante sur notre département, qu'on a un développement des services d'aide à domicile aussi qui ne fait que croître parce que les besoins augmentent. Et puis qu'on va de plus en plus vers l'accompagnement aussi des personnes à domicile et pas forcément en établissement. Il y a vraiment un souci de statut et de rémunération de ces personnels-là, si tant est qu'on a des difficultés aussi à recruter. Tous les services d'aide à domicile ont du mal à trouver du personnel. Donc je crois que la vraie question sur les aides à domicile, c'est la revalorisation du statut. Moi, j'ai fait un courrier à la ministre, je ne sais plus quand, je pense que ça devait être à la fin juin ou en juillet, pour justement l'interpeller sur la revalorisation du statut des aides ménagères. Et j'ai bien sûr inclus aussi la revalorisation des frais de déplacement et des frais kilométriques, parce que je trouve que franchement, je ne vais pas prendre le mot honteux, mais c'est pas raisonnable quand même de voir ce qui leur est alloué. Et d'autant plus, comme vous l'évoquiez, avec la hausse du carburant, ce qui aggrave encore plus ce déficit. Autre question qui est remontée de nos internautes, c'est celle de Jeff Ruello, qui nous pose la question suivante. Quelle est votre position sur le compteur Linky, qui fait débat et dont nombre de communes refusent d'être équipées? Les compteurs Linky. Alors, j'ai beaucoup discuté des compteurs Linky. J'ai été interpellée par des associations, des regroupements de citoyens qui se sont positionnés fermement contre le compteur Linky. Donc moi, ce que j'ai toujours défendu, et je l'ai défendu auprès d'EDF et auprès aussi des ministères, c'est la liberté pour les gens de choisir ou non la possibilité d'avoir, ou surtout de ne pas avoir, parce que c'est ce qui était revendiqué, un compteur Linky, parce que je suis aussi extrêmement attachée à la liberté, même si légalement et réglementairement parlant, les compteurs appartiennent à EDF et aux fournisseurs et n'appartiennent pas aux propriétaires, et qu'ils sont toujours intervenus dans les propriétés pour les réparations. Donc ça, il faut le savoir quand même, réglementairement et légalement parlant, ça appartient aux fournisseurs. Voilà, donc moi, ce que j'ai souhaité dans mon positionnement, c'est dire à EDF, respecter le choix des particuliers. Ça a été pris en compte dans certains cas, ça ne l'a pas été dans d'autres. Je le regrette un petit peu. Après, au global, personnellement, je pense que le compteur Linky est certainement pas plus problématique pour nous que l'utilisation, et plutôt moins que l'utilisation d'Internet ou de téléphone portable, que ce soit en termes d'ondes ou de données. Voilà, mais ça, c'est la citoyenne qui parle. Très bien. Une autre question de Hamadi Dali. Le gouvernement vient d'ajouter 8 vaccins aux 3 déjà obligatoires. D'éminents scientifiques s'opposent à cela. Trouvez-vous normal que le gouvernement passe en force sur un sujet aussi important?
Ça a été aussi de très grands sujets de débat, même en interne dans notre majorité. Alors vous dites que d'éminents scientifiques, on le sait, le professeur Joyeux, je crois, entre autres, qui est très connu, qui s'est positionné défavorablement. Il y a aussi d'autres éminents scientifiques qui se sont positionnés favorablement. Voilà, donc c'est toujours pareil, qui est-ce qui a raison. Aujourd'hui, il y a quand même plus d'acteurs scientifiques et médicaux qui sont favorables à la vaccination. Ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'on a réussi à éradiquer chez nous un certain nombre de maladies infantiles morbides, encore il y a une quarantaine d'années, qu'aujourd'hui on voit, du fait qu'il y ait une sous-vaccination aujourd'hui d'un certain nombre d'enfants, on voit la réapparition d'un certain nombre de maladies et avec un certain nombre aussi de conséquences derrière. Voilà, donc écoutez, moi je pense qu'il faut aussi faire confiance à la communauté scientifique. Il y aura toujours des discours dissonants. D'accord, mais le débat, est-ce qu'il n'aurait pas fallu en avoir un autour de Je pense qu'il a eu lieu le débat. Le débat a eu lieu en amont par les communautés scientifiques. Je pense qu'elles sont quand même les plus à même de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc au sein de cette communauté scientifique, il y en a un certain nombre qui ont été... qui sont très favorables à l'obligation de ces vaccinations et d'autres qui le sont moins. C'est compliqué. Moi, aujourd'hui, j'ai tendance à plutôt être favorable à la protection de nos enfants. Très bien. Autre question, je crois que vous y avez en partie, en tout cas, répondu au cours de cet entretien, mais beaucoup de choses ont changé depuis les élections. Êtes-vous toujours solidaire de l'action d'Emmanuel Macron, nous vous demande Alexandre Brouillard. Oui, moi je vous l'ai dit en préambule, je crois qu'il y a un programme qui a été clairement défini. Ce programme, il est suivi. Ce qui est fait aujourd'hui et ce qui est porté aujourd'hui dans les différents textes de loi par le gouvernement, c'est ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron dans le courant de sa campagne. Donc je crois pas qu'on puisse lui reprocher ça. Et c'est sur ce programme-là que nous nous sommes engagés, que nous voulons vraiment mener à terme. Ce que je dis aussi, dès que j'ai l'occasion de le faire, c'est qu'il faut aussi laisser le temps aux politiques publiques de se mettre en place. On a un programme général. Je pense que pendant 2-3 ans, on va vraiment être sur la mise en œuvre de ces lois et qu'au bout de 5 ans, on commencera à en voir les résultats. Mais les choses ne se décrètent pas du jour au lendemain, elles ne se mettent pas en place du jour au lendemain. Donc je crois qu'il y a quelque chose de cohérent. Il y a un projet global cohérent qui a été mis en place, qu'on est en train de décliner et qui portera ses fruits, j'espère, dans les 3 ou 4 ans à venir. Bien, écoutez, on avisera. Enfin, une dernière question de Quentin Léra. Combien de jours êtes-vous présente sur le territoire aveyronnais et quand est-ce que l'on peut vous rencontrer dans vos permanences ? Très bonne question. Donc, en termes d'accessibilité, je crois que ça fait partie des choses auxquelles je suis très attachée. Mon organisation hebdomadaire, c'est mardi, mercredi, jeudi à Paris et vendredi, samedi, dimanche et lundi en circonscription. Donc, je rencontre beaucoup de gens. J'ai encore des rencontres sur Villefranche cet après-midi à la suite de cette émission. Il suffit de prendre contact avec mes collaboratrices à la permanence parlementaire et puis elles vous donneront un rendez-vous en essayant de le faire au plus près de la demande. Très bien, merci beaucoup Anne Blanc. Il est désormais temps de nous séparer à l'issue de cet entretien. Nous vous remercions bien sûr d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième rendez-vous de l'émission À bâton rompu. Nous nous retrouverons le mois prochain avec nos partenaires, le Studio Vernet, la Minute Villefranchoise, CFM et le Villefranchois, pour accueillir un nouvel invité issu du monde économique, associatif ou politique. Et donc nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien à bâton rompu. Merci beaucoup. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.